Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.uqam.ca. J'ai lu Jacques Rancière pour la première fois en 2013 et j'y ai trouvé un style très particulier, très incisif et qui demandait énormément à son lecteur, et pour moi c'était assez nouveau. Ce que Jacques Rancière m'a transmis dans La Mésentente, c'est en fait une idée très simple, c'est celle de l'égalité des intelligences. Et c'est une idée relativement simple, mais qui a été pour moi éminemment féconde pour comprendre les rapports de pouvoir dans la société. Jacques Rancière m'a permis de comprendre le mouvement étudiant, en particulier la grève étudiante de 2012. Ce que nous dit Jacques Rancière, c'est que lorsqu'un mouvement d'émancipation lutte, en quelque sorte, il se désidentifie, il se subjectivise et donc il se détache de son identité à laquelle on voudrait le confiner. C'est exactement ce que les étudiants et étudiantes ont voulu faire en 2012. Ils étaient des êtres politiques qui défendaient des idées, qui défendaient des convictions, et en cela, ils exigeaient d'être reconnus comme des égaux. Arnaud Tourilla-Cloutier, à votre livre « Printemps de force, l'histoire engagée du mouvement étudiant au Québec depuis 1958 ». Il y a une date qui revient dans votre livre. 1968, c'est la première grande grève dans l'histoire du mouvement étudiant québécois. Quelles étaient les revendications en 1968? Pourquoi la grève? La raison principale du mouvement d'occupation et de grève dans les cégeps en 1968, c'est la nécessité de créer une deuxième université de langue française à Montréal. Il y a un goulot d'étranglement qui fait en sorte qu'il n'y a pas assez de place dans les universités pour accueillir la nouvelle population étudiante qui arrive des cégeps, qui vient d'être créée l'année d'avant. On parle de entre 4 à 20 000 personnes qui auraient été refusées des bancs de l'université, non pas pour des raisons financières ou même pour des enjeux liés à leur réussite, mais pour des raisons tout simplement d'espace, de place, de manque de ressources de professeurs. Il n'y avait pas assez de place dans les universités francophones. Après, la contestation a pris ce problème-là comme prétexte aussi pour questionner l'ensemble des institutions, en particulier les cégeps, pour questionner leur mode d'organisation, pour questionner la prégnance encore forte du clergé dans les cégeps naissants, et puis, de manière plus générale, questionner la société, son organisation à la fois hiérarchique et capitaliste. Et donc, c'est ce qui fait toute la couleur de cet octobre 68, parce qu'on assiste vraiment à une critique radicale de la société québécoise, mais qui prend, disons, source sur le fond de ce problème, disons, structurel dans les réformes de l'éducation où il manque de place dans les universités francophones pour les jeunes étudiants. Si on parlait d'une autre date, 1982, vous écrivez dans votre livre qu'il y a une grande loi qui a permis au syndicalisme étudiant de s'institutionnaliser et de durer dans le temps.
En 1982 est votée la loi sur l'accréditation des associations d'élèves ou d'étudiants, qu'on appelle aussi souvent la loi 32. Cette loi est le fruit de plusieurs années de travail, surtout mené par le RAE, le Rassemblement des associations étudiantes universitaires, qui est une branche, qui était à l'origine une branche de l'ANEC, l'Association nationale des étudiants et étudiantes du Québec, et qui s'en est dissociée. Le RAE a tenté de trouver une façon de développer la stratégie concertationniste, et une des façons de se rapprocher du pouvoir, ça a été de tenter d'institutionnaliser le mouvement étudiant. Il se trouve, je pense aujourd'hui, qu'ils ont laissé un héritage intéressant, qui est cette loi, qui permet aux associations étudiantes d'avoir accès à des cotisations obligatoires, d'avoir l'assurance d'une représentativité, donc d'être en quelque sorte la seule, d'avoir une seule association par unité scolaire pour représenter la population étudiante, et d'avoir accès à certains moyens, par exemple des babillards, un local et un téléphone, pour être en mesure de faire ces activités. Donc c'est une loi assez inédite, j'en connais pas de similaire ailleurs dans le monde, et ça a permis, je dirais, de consolider les associations étudiantes, leur financement, et de leur permettre une certaine pérennité. Il y a, en lisant votre livre, deux constantes qui reviennent dans les revendications étudiantes. La gratuité et la démocratisation des institutions. Pourquoi les étudiants demandent constamment, à travers le temps, la gratuité de l'éducation? La gratuité scolaire est une revendication au Québec depuis 1945. On peut la retrouver déjà dans certains textes du quartier libre à l'Université de Montréal. Et ce qui anime cette revendication-là, c'est un souci de démocratisation de l'éducation supérieure. C'est assez simple. Donc, il s'agit de rendre l'éducation la plus accessible et en particulier pour les classes populaires qui ont moins les moyens financiers de se payer une éducation supérieure. La question est particulièrement importante au Québec, surtout dans les années 60, parce que nous accusons encore un peu un certain retard culturel par rapport au Canada anglais, par rapport à d'autres nations comme la France, par exemple, étant donné que notre système d'éducation était à peu près sous-développé. Il y a eu un rattrapage immense grâce à la Révolution tranquille, mais il fallait poursuivre ce rattrapage-là en donnant l'accès à une éducation gratuite et donc en retirant la barrière financière qui limite l'accès à l'université. Cette demande, cette revendication de la gratuité scolaire, des partis politiques l'ont endossé, même le Parti libéral. À partir de quand les partis abandonnent-ils cet horizon de la gratuité scolaire? On parle des années 80. À partir des années 80, le Québec, comme un peu partout en Occident, fait face à une crise économique importante et qui ouvre la porte à une remise en question de l'organisation de l'État, de ses sources de financement, de son mode de fonctionnement et de sa mission. C'est ce qu'on pourrait dire les premiers balbutiements de ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme. Et au Québec, cela passe par tout un ensemble de privatisations qui sont amorcées à partir du gouvernement Bourassa dans les années 80. Et à cette époque-là, on remet déjà en question des politiques sociales comme la gratuité scolaire. En 1986, le mouvement étudiant réussit à renverser la volonté du gouvernement Bourassa de dégeler les frais de scolarité, mais il se trouve qu'en 90, il n'arrivera pas à renverser une seconde fois cette volonté-là. Et là, le gouvernement va affirmer de toutes ses forces qu'il s'agit même d'une question de justice. Et on retrouve en fait, ce qui est intéressant, exactement le même argument qu'on a retrouvé pendant la grève de 2012. Lorsqu'on écoute les discours de Claude Ryan à l'époque, il nous dit que les étudiants doivent payer leur juste part, parce qu'il s'agit de privilégier que finalement, ce n'est pas toutes les classes qui peuvent avoir accès à l'université, et donc ils doivent payer leur juste part.
Or, évidemment, le problème, évidemment, c'est que de payer cette fameuse juste part tendait précisément à renforcer le privilège de classe que créait la discrimination économique créée par les frais de scolarité, plutôt qu'à l'abolir. Quelque chose dans votre livre, on voit bien que le mouvement étudiant, il est pluriel. Toutes sortes de stratégies, toutes sortes de groupes, mais il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance révolutionnaire, subversive, le combat, des gestes radicaux même parfois, et une autre tendance qui résiste à ça et qui aime mieux collaborer. Beaucoup de gens présentent ça même comme une opposition. Est-ce qu'on devrait plutôt voir ces deux tendances comme une complémentarité? J'ai présenté dans mon livre les choses en termes de syndicalisme de combat et, ou de mouvement étudiant combatif et de concertationniste. Je préfère ces termes-là que le terme, disons, radicaux, pragmatique, parce que je pense que le syndicalisme de combat peut être très, très pragmatique. Je pense qu'en 2012, par exemple, face à un gouvernement qui était bloqué, qui avait sa décision et qui n'en dérogeait pas, il n'y avait pas d'autre issue que de l'affronter dans un conflit social ouvert. Ceci étant dit, je pense qu'il faut voir, disons, ces deux pôles idéologiques et stratégiques comme deux pôles d'un spectre sur lequel peuvent, disons, osciller les associations étudiantes en fonction de leur histoire, leurs débats et les tendances qui les animent. Je ne suis pas sûr qu'elles soient, en quelque sorte, complémentaires. Je crois qu'à plusieurs égards, la tendance qui a été plus combative au Québec, dans le bilan qu'on peut faire des grèves étudiantes et dans l'avancée de la condition étudiante, a été, disons, plus bénéfique, que ce soit pour préserver le gel des frais de scolarité, pour améliorer les prêts et bourses. À ce titre-là, le mouvement étudiant combatif a réussi de grands gains grâce aux grèves qu'il a organisées. Et il a pu le faire parce qu'il était en mesure non seulement de s'opposer au gouvernement du Parti québécois, mais aussi au gouvernement du Parti libéral du Québec. Et c'est là où le mouvement, disons, qui était plus concertationniste, avait une faiblesse. C'est-à-dire que le mouvement concertationniste a apporté certains gains intéressants. On a parlé de la loi 32 tout à l'heure, donc la loi qui permet l'accréditation des associations étudiantes. On pourrait considérer le gel des frais de scolarité promis par le Parti québécois en 1994 peut-être à la limite comme un gain apporté par ce mouvement-là. Ceci étant dit, la faiblesse de ce mouvement-là était précisément ses liens organiques avec le Parti québécois qui rendaient difficile son opposition et rendait difficile ses moyens d'action dès lors qu'il ne trouvait plus d'écho avec un gouvernement du Parti libéral. Et donc, dans ces moments-là, c'est plutôt la tendance combative qui a réussi à démontrer sa pertinence, montrer la pertinence d'assumer le conflit social et de ne pas penser qu'il suffisait de faire entendre raison par nos très bons arguments au gouvernement pour être en mesure d'améliorer la condition étudiante. Vous êtes historien, vous avez de la méthode, vous aimez tout reclasser dans le bon ordre. Et dans votre livre, il y a une ligne du temps dans laquelle on voit les grèves générales. Je pourrais les évoquer une par une, là, 68, 74, 78, les années 80, 1996, 2005, 2007, 2012, 2015. Diriez-vous que la grève générale illimitée est le seul vrai rapport de force que le mouvement étudiant est capable d'utiliser? Est-ce que c'est son seul vrai pouvoir? Je ne crois pas que la grève générale illimitée soit le seul moyen d'action pour le mouvement étudiant. Ceci étant dit, ce que j'ai tenté de montrer dans mon livre, c'est que c'est le moyen d'action ultime qui a permis de faire des avancées pour le mouvement étudiant ou à tout le moins de contrer une régression de la condition étudiante. Et à plusieurs égards, ça a été, disons, la recette du succès. Mais diriez-vous, là, de votre position d'historien, que le mouvement étudiant résume au moins l'esprit général du politique, c'est-à-dire du rapport de force?
Oui, si on considère que le rapport de force ne se réduit pas à une question physico-économique ou à une question de conflit entre les forces policières puis un nombre de manifestants, si on conçoit le rapport de force comme quelque chose de plus vaste. Si on pense que la guerre, comme Clausewitz le disait, si on pense que la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, d'accord, mais il y a, disons, deux aspects dans la guerre ou dans le rapport de force. Il y a une dimension culturelle, ce que Gramsci a appelé la guerre de position, et il y a une dimension, disons, plus d'affrontement ouvert, disons, la guerre de mouvement. Et la guerre, en général, disons, le moment du conflit ne se réduit pas à la guerre de mouvement, donc au moment d'éclatement, d'affrontement, ne se réduit pas aux grèves, ne se réduit pas au moment d'affrontement avec la police anti-émeute. Mais comme on a pu le voir en 2012, le rapport de force, il se passe également par un travail idéologique, par la conquête du sens commun qui permet de construire une contre-hégémonie. Et ça, je pense que dans les dernières années, disons entre 2009 et 2012, le mouvement étudiant l'a bien compris et c'est grâce à ce travail de rapport de force idéologique qu'il a pu, disons, avoir une telle force lors du printemps érable. Le 21e siècle québécois est marqué par au moins 2 épisodes où le mouvement étudiant a fait des gains. C'est la grève de 2005, où il y avait une conversion des bourses en prêts, et la grève de 2012. Mais où sont les autres mouvements étudiants en Amérique du Nord? Existent-ils encore? Pourquoi sont-ils disparus? J'avoue que je ne peux pas répondre en détail sur cette question. Je connais peu le reste du mouvement étudiant en Amérique du Nord. Ce que je peux dire à tout le moins, c'est qu'il y a certaines spécificités québécoises qui ont permis, disons, le maintien d'une force de frappe dans le mouvement étudiant. D'une part, il y a le fait qu'il y a une tradition du syndicalisme étudiant qui s'est maintenue malgré le temps. Il y a, disons, il y a eu un effort de transmission qui a été fait au long des années pour que les associations étudiantes se maintiennent, s'organisent et puissent, disons, se perpétuer et transmettre leurs pratiques et leurs forces. La loi 32, la loi qui a accrédité les associations étudiantes, a donné une certaine pérennité à ces associations et donc permis qu'elles fleurissent. Et également, je pense à travers tout ça, il y a l'histoire plus générale du Québec, le dynamisme du mouvement syndical qui est quand même assez, disons, particulier en Amérique du Nord et le dynamisme aussi du mouvement souverainiste, des sphères qui ont à plusieurs égards recoupé celles du mouvement étudiant, en plus de celles des sphères de l'extrême gauche, des militants marxistes-léninistes, surtout dans les années 70-80. Donc, c'est un peu ce brassage-là qui a permis au Québec de maintenir, disons, le souffle du mouvement étudiant. Et il y a quelque chose de très... Ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a quelque chose de très surprenant, du moins a priori, dans le fait que le mouvement étudiant est un des seuls mouvements sociaux qui a maintenu, disons, une tradition combative, alors que la plupart des mouvements sociaux, du moins, si je pense en particulier au mouvement syndical, a pour l'essentiel laissé tomber cette tradition et a plutôt, disons, cherché à trouver des façons d'assurer les emplois et d'assurer la paix sociale sans plus avoir de considération pour la dimension du conflit. Mais là, je vous pose une question comme ça, peut-être que c'est pas la bonne question, mais vous pensez pas que quand les frais de scolarité sont rendus très élevés, ça décourage beaucoup de gens de s'engager dans une lutte et de faire des grèves? Et de cette façon-là, les frais de scolarité en dehors du Québec pourraient peut-être aussi être une cause au déclin du mouvement étudiant hors Québec. C'est une hypothèse comme ça? C'est possible, c'est possible. Les universités américaines, en effet, pour l'essentiel, chargent des frais très élevés, comme vous l'avez fait remarquer. Et donc, ça peut être, oui, en effet, quelque chose qui décourage. Après, je pense que cela... il y a d'autres facteurs qui me semblent être nécessaires pour expliquer l'absence d'un mouvement étudiant fort aux États-Unis. Je dirais qu'il y a la question de la conception de la politique.
Je pense que, étant donné notre influence francophone, étant donné le fait qu'on est relié à une tradition politique liée à la France, on a beaucoup plus un sens, disons, de la lutte collective qui vise un ennemi commun, alors que, à plusieurs égards, ce que j'ai pu observer dans le mouvement étudiant anglophone, notamment à Montréal, c'est l'organisation des luttes politiques plutôt autour de groupes affinitaires et identitaires. Et donc, c'est moins le mouvement étudiant comme collectif face à un ennemi commun qui était qui est le principal canal par lequel les étudiants se politisent, plutôt que leur identité de genre, d'appartenance ethnique ou d'appartenance culturelle. Donc ces deux façons-là de faire la politique font en sorte que je pense le mouvement étudiant au Québec, disons, s'est démarqué, parce que c'est principalement un mouvement étudiant francophone qui s'est démarqué et qui a été très actif. Il y a un vocabulaire qui semble anodin, mais qui est très contesté dans les mouvements plus combatifs du milieu étudiant. C'est l'économie du savoir, qui est devenue, on pourrait dire, une cible d'énormément de critiques d'étudiants et de groupes. Qu'est-ce qui se cache sous l'économie du savoir? J'aime bien rappeler une phrase de Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, qui me semble résumer en quelques mots ce que signifie l'économie du savoir. Il disait récemment, il y a quelques années, que l'université est là pour produire des cerveaux adaptés aux besoins des entreprises. De réduire les individus à des purs cerveaux, ça me semble les traiter un petit peu comme des objets. Et c'est un petit peu le projet de l'économie du savoir, de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses qui sont formés dans les universités soient, disons, de simples objets passifs qui peuvent rentrer parfaitement dans les besoins des entreprises privées. Il s'agit d'un détournement, à mon avis, des fonds publics vers des fins privées et des profits privés. Et à ce titre-là, l'économie du savoir cache en fait la soumission des universités et des cégeps à la logique du marché. Il y a des gens qui ont présenté le mouvement étudiant de 2012 comme le plus grand mouvement de résistance au néolibéralisme. Vous êtes d'accord avec ça, je présume? C'est une des thèses que je défends. Je crois que c'est un des grands mouvements, en effet, de contestation du néolibéralisme. Il s'agissait, en effet, de défendre l'idée d'une éducation qui ne repose pas sur une tarification individuelle. Tarification individuelle qui était, il faut le rappeler, la pièce maîtresse de la révolution tarifaire qu'a voulu imposer le ministre des Finances Bachand et son gouvernement Charest. Et dans les politiques néolibérales qu'on a connues au Québec, c'était une des grandes offensives qui visait à transformer le financement des institutions publiques au Québec, qui visait à faire en sorte qu'on passe d'un financement qui est beaucoup plus, disons, équitable, qui passe par l'impôt progressif, vers un financement à la tarification, vers un financement plus individualiste qui passe par le principe de l'utilisateur-payeur. Donc la politique d'augmentation des frais de scolarité était directement liée à une volonté de transformation culturelle, comme le disait Bachand, de révolution culturelle, d'abolition de la culture de la gratuité, dans le but finalement de responsabiliser les individus et de créer des sujets néolibéraux qui finalement en viennent à concevoir leur vie comme une entreprise et ainsi à concevoir leur éducation comme un investissement. Donc, à ce titre-là, je pense que oui, le Printemps érable a été une force de résistance contre ce projet-là que l'on tente encore et encore d'imposer par diverses mesures au Québec. Vous êtes un historien engagé et vous écrivez à la fin de votre livre que les mouvements sociaux du Québec auraient tout à gagner de s'inspirer davantage du mouvement étudiant. Je crois que le mouvement étudiant a démontré sa force parce qu'il a pris des moyens qui sont ceux de la démocratie. Et de la démocratie ici entendue en son sens le plus radical, c'est-à-dire la considération pour l'égalité des intelligences, la considération pour l'égalité des membres qui participent à l'activité politique. Le mouvement étudiant a réussi à être puissant parce qu'il a fait confiance aux étudiants et étudiantes. Il leur a donné du pouvoir
par le biais des assemblées générales, par le biais d'une information constante, aussi par une volonté de diversifier les moyens d'action et de donner beaucoup d'autonomie aux principaux acteurs de la politique. Je pense que les mouvements sociaux au Québec mériteraient de s'inspirer de ces pratiques-là, en particulier le mouvement syndical, qui a, disons, une parenté très, très forte avec le mouvement étudiant. Je pense que le mouvement syndical aurait grand bénéfice à se renouveler et à puiser dans les ressources, dans les pratiques du mouvement étudiant qui sont celles d'une plus grande démocratisation, d'une plus grande autonomie pour les militants et militantes et d'une plus grande action collective qui peut ouvrir la porte sur des formes d'action de désobéissance civile. Quel bilan pouvez-vous dresser d'un demi-siècle de mouvement étudiant au Québec? Le mouvement étudiant au Québec a été un acteur incontournable de la démocratisation de l'éducation, a été également un acteur de construction des institutions publiques. Et il l'a été paradoxalement parce que, à plusieurs égards, il a assumé, disons, le conflit social qu'exige le mouvement de l'histoire. Et à ce titre-là, je crois que le mouvement étudiant au Québec participe, disons, d'un grand projet d'émancipation qui est celui du peuple québécois. Je pense qu'on devrait être fier de cette histoire et mieux la connaître pour la perpétuer. Quand vous aurez 80 ans, vous pourrez écrire la suite. Il y aura un deuxième tome, je présume. Peut-être, si j'en ai le courage. Mais peut-être que la révolution va avoir été faite avant ça. Ce sera un meilleur livre, alors. Arnaud Torilla-Cloutier, historien engagé du mouvement étudiant, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous.